Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale de votre magazine À vous de convaincre. Cette édition nous amène du côté de la République centrafricaine, mais bien avant, je vous présente mes invités. Donc à ma gauche, j'ai Dr Bissengue Victor, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Le plaisir est pour moi. Et nous avons, alors, il faut que je vous le présente, pour ceux, surtout les centrafricains qui ne le connaissent pas, nous avons Pierre-Jean Chalençon. Bonjour, Bonjour. cher ami. Alors, célèbre collectionneur d'art napoléonien et ancien intervenant dans l'émission Afrique conclue. Affaire conclue. Merci d'être là. Merci à vous. C'était pas facile de vous avoir en tout cas. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Et le principal invité, Monsieur Rémi Le Forestier, bonjour. Bonjour à vous. Donc cette émission va tourner autour de votre projet, la réplique du trône de Bokassa. Exactement. Qui va nous amener du côté de la République centrafricaine, préparer l'envol pour les 8000 miles. Régie. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or incrustée également de diamants. Et puis, le petit prince héritier, Jean Bedel Bokassa Jr., stoïque malgré l'insouciance que lui autorise son âge. Regardez, il a 3 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Centrafricains ont perdu un maréchal. Ils ont depuis hier 10h43 un empereur. Bokassa Ier, 3e souverain impérial du monde après Hirohito et le Shah d'Iran. On peut en penser ce qu'on en veut. Notre propos ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, vu de France, en vaut la peine. En exclusivité pour Antenne 2, voici les temps forts de ce sacre, qui n'en est pas vraiment un, de ce couronnement africo-napoléonien. Le palais du couronnement a bandi hier matin. Dans quelques instants, Jean Bedel Bokassa va devenir Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Inspirée des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bokassa Ier. Aube grège faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. Venue spécialement de France, la musique principale des troupes de marine jouera la marche impériale. Ce sont les musiciens de l'ancienne coloniale qui a compté dans ses rangs le capitaine Jean Bedel Bokassa. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or incrustée également de diamants. Et puis, le petit prince héritier, Jean Bedel Bokassa Jr., stoïque malgré l'insouciance que lui autorise son âge. Regardez, il a 3 ans. Dans la salle du palais du couronnement, les délégués de plusieurs pays. C'est le ministre de la Coopération, Robert Galet, qui représente la France. Ce sera une longue journée de fastes, de festivités, de chants et de cadeaux. Celui, par exemple, offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne. Merci Rémi. Pour commencer, j'aimerais savoir comment êtes-vous venu l'idée, après avoir suivi ce documentaire, de répliquer ce trône, ce majestueux monument historique. Ouais. Alors, tout simplement parce que moi, je suis spécialisé dans la reproduction de meubles historiques et notamment de trônes que je vends pour les entreprises d'événementiel, pour moment de Noël. Je fais aussi des trônes historiques. C'est pour ça que je connais Pierre-Jean, notamment Chalençon, pour les trônes de Napoléon. Et le trône de Bokassa, ça m'est venu l'idée parce que je connaissais le petit-fils de Bokassa qui s'appelle Jean-Barthélemy. Et pour moi, le trône de Bokassa, c'est le roi des trônes. J'ai jamais vu un trône aussi imposant, aussi grand. Et donc, je me suis dit, pour faire une expo, ça ferait parler. Je me suis lancé, en fait, comme ça. Aussi grand, aussi beau, mesure 3,5 mètres de hauteur et 4 mètres d'envergure. Voilà, c'est ça, approximativement. Et donc, c'est assez complexe de réaliser un trône aussi grand, surtout qu'il y a beaucoup de sculptures. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, parce que, étant spécialisé dans les meubles historiques, dans la reproduction de meubles historiques, notamment pour les musées, je travaillais aussi pour le musée Grévin de temps en temps.
ça permet de montrer à mes clients, c'est une vitrine qui permet de montrer qu'on est capable, si on est capable de réaliser un meuble aussi complexe, on est capable de réaliser des meubles aussi beaucoup plus simples, parce que souvent nos clients doutent de nos capacités à reproduire de manière fidèle des meubles historiques. Alors, avant de reproduire ce meuble, est-ce que vous avez pris le temps de contacter, par exemple, la famille de M. Brice, celui qui a été à l'initiative, et bien entendu, de ce trône pour le sacre de l'empereur? Alors, vous l'avez fait... j'ai pas pu contacter parce qu'il n'avait plus de famille, il n'avait pas d'héritier. Donc je me suis renseigné et puis après j'ai retrouvé des anciens de la fabrique Fondica qui est à Gisors, qui a en fait fabriqué le trône à partir d'une maquette faite par Olivier Brice. Mais Olivier Brice, il est décédé en 1989 sans héritier, sans famille. On va y revenir. Docteur Bissengue, Oui. vous êtes écrivain, historien de votre nation. Après avoir suivi ce mini-documentaire, quelle lecture faites-vous? Écoutez, moi... Avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu. On a 50 minutes là. Bon, là, c'est un point historique qu'il faut peut-être rappeler, mais le sacre que a eu lieu à Bangui avec le Bokassa, eh bien, ça a soulevé une série de problèmes, à la fois au niveau interne, au niveau national, mais aussi au niveau des relations internationales, parce qu'il y a eu des conséquences, il y a eu des implications par rapport à ce sacre. Eh bien, et on compare ça souvent à Napoléon, mais sur le terrain, ça a soulevé une série de problèmes. Et d'ailleurs, les conséquences, on les subit ou même on les vit encore aujourd'hui. Conséquences financières, oui, le économiques, plan, oui, politiques, oui, 22 millions de dollars. Voilà. Le coût qui a coûté, oui, c'est énorme. Évalué à oui. l'époque. Et non seulement il y a l'apport extérieur, mais l'apport des Centrafricains sur tous les plans. Et dans tous les services, dans toutes les sociétés, tout le monde devait contribuer, participer à cela. On peut donner quelques détails, mais je dirais que c'est le pays qui a payé entièrement donc, ce sacre. Et puis aujourd'hui, les conséquences sont encore là. Et on pourrait donc donner quelques éléments de précision. Merci beaucoup, docteur. Alors, je me tourne du côté de Pierre-Jean. Vous avez suivi cette cérémonie d'envergure grandiose au cœur de l'Afrique. Moi, je trouve ça assez fantastique qu'un personnage, parce que Jean Bedel Bokassa, au départ, était un simple citoyen. Et c'est un petit soldat, quoi. Un petit soldat, et d'ailleurs, le général de Gaulle, il l'appelait papa. Et c'est extraordinaire. Enfin, c'est comme une destinée extraordinaire d'un Africain. C'est assez magique, mais en même temps, vous avez raison, c'est vrai que tous les gens qui veulent se faire sacrer on ont payé très cher les conséquences. Regardez le Shah d'Iran, il a très mal terminé, quelques années, voilà. Persépolis. Persépolis. Il y a énormément... même Napoléon, entre guillemets, à l'époque, le sacre de l'empereur à Notre-Dame, etc., avait été très décrié par une partie des républicains, des anciens révolutionnaires. Et voilà, donc c'est en même temps c'est un faste. En même temps, je trouve que il y a un côté un peu extraordinaire qu'au XXe siècle, dans la fin des années 70, un personnage aussi haut en couleur que l'était Monsieur Bokassa ait organisé ça. Et en même temps, ça a été validé par les chefs d'État européens, les États-Unis, etc. Donc le président Giscard d'Estaing n'était pas présent, mais il a fait des cadeaux, il a vu il a envoyé énormément de choses. Il y a des chevaux qui ont quitté, bien entendu. Bon, je n'étais pas encore né, mais l'histoire nous dit qu'ils ont quitté la France pour y aller. Tout à fait. Et l'épée du sacre, par exemple, a été faite par Yann Arthus, la maison Arthus Bertrand. D'ailleurs, c'est un de mes amis qui possède l'épée de Jean-Barthélemy Bokassa, de Jean Bedel Bokassa, pardon. Et donc, voilà, que j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans les mains. Je l'ai eu il y a 2 ou 3 mois dans les mains. Cette épée, qui est très belle, avec des diamants, en ivoire, en or et vermeil. Et voilà, donc, après, c'est une folie, je veux dire... soyons un peu fous. Je veux dire, on vit dans une époque tellement triste, tellement douloureuse, par toutes ces guerres, tous ces conflits. Là, au moins, ça donne un peu de faste.
Et c'est vrai, quand on voit tous les pays, malheureusement, beaucoup en Afrique, mais dans d'autres pays aussi, où il y a une corruption, où c'est toujours les mêmes qui prennent, là au moins, entre guillemets, ça a donné un focus considérable sur la Centrafrique. C'est un tout petit pays, la Centrafrique. Tout à fait. Et on le disait avant l'émission, on parle encore de Bokassa, on parle encore de la Centrafrique grâce à ce focus, mais on oublie de dire que l'empereur Bokassa, son règne a été très court, à peine 15 mois. Puisqu'il y a eu un coup d'État, il est parti à l'étranger, et il y a eu un coup d'État, l'armée française est arrivée. J'ai d'ailleurs même rencontré il y a quelques années l'homme qui avait destitué, entre guillemets, qui faisait partie des troupes françaises. Parce qu'à un moment, la France a dit, ça suffit, on ne peut pas, c'était devenu ubuesque. Mais c'est quand même un faste extraordinaire, et c'est vrai que c'était un passionné de Napoléon. Qui a mouvementé le continent, voilà. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'héritier de M. Olivier Brice. Oui. Vous avez parlé du petit-fils de Bokassa, Jean-Barthélemy Bokassa. Oui, tout à fait. Depuis le reportage que nous avons réalisé à Vendôme, oui. Les publications que nous avons pu faire sur les réseaux sociaux, vous-même, vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de réactions. Vous avez apporté quelques éléments. Alors, ma question est de savoir, quand vous avez eu l'idée de reproduire ce trône, est-ce que, bien entendu, vous avez eu un conseil ou une orientation pour tenir une conférence de presse afin d'éviter toutes ces réactions, on va dire plus ou moins la France qui nous spolie, ainsi de suite, alors que vous, c'est purement artistique. Pourquoi vous n'avez pas contacté d'abord le gouvernement centrafricain, tenir une conférence de presse, expliquer votre démarche pour que ça soit mieux compris? Alors, j'ai préféré me lancer directement comme ça, parce que j'avais une exposition qui était prévue, et donc alors j'ai pas pris spécialement le temps de contacter les autorités africaines, mais dès que le trône a été reproduit, je leur ai envoyé les photos, et ils ont tout de suite voulu l'exposer à Bangui. Après, ça s'est pas fait, pour une question de budget de leur part, mais ils sont vraiment très intéressés, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule représentation visuelle du trône, à part les images, les vidéos d'archives, c'est tout ce qui reste, parce que le trône original, il en reste qu'une carcasse métallique, il a été entièrement pillé à la chute de Bokassa, ce qui est bien sûr dommage. Et aujourd'hui, en fait, il est il est dans le sous-sol. Il était dans le sous-sol du palais Omnisport, et il a été déplacé dans une cour à l'extérieur du ministère de la Culture. Et je trouve ça dommage de pas le mettre de pas mettre le trône original dans un musée. Enfin, ce qui reste du trône original. Et puis la réplique, ça permettrait d'avoir une représentation visuelle. Mais aujourd'hui, est-ce que vous envisagez, par exemple, le travail que vous avez réalisé sur la réplique, faire le même sur l'original, si jamais l'autorisation a été donnée par le gouvernement? Alors, c'est plus compliqué. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas retoucher l'original, parce que ça ferait faudrait tout refaire, en fait, au niveau de l'original. Et puis, en plus, on n'a pas utilisé la même technique de fabrication, parce que nous, le trône, il est en bois. Moi, je suis spécialisé dans l'ébénisterie, tandis que le trône original, c'est une carcasse métallique sur laquelle venaient se fixer des plumes. Il y avait 900 plumes en bronze. Ça, c'est moins notre métier, parce que là, c'est plus le travail d'une fonderie. Par contre, notre réplique peut aider à réaliser, parce que souvent, les artisans ont besoin d'avoir un exemple à voir de près plutôt qu'une photo, parce que sur photo, c'est très difficile de réaliser. Nous, on s'en est rendu compte, et ça a pris beaucoup de temps. On a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, parfois refaire les pièces plusieurs fois, avant d'arriver à un résultat optimum. Alors, je fais le relais peut-être de ces messages sur les réseaux sociaux, dont vous en avez pris connaissance. Il faut que Roca ramène-nous ce trône à Bangui, on en a marre que la France nous pille, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Voilà la caméra. Alors, tout simplement, c'est pas le trône original. Alors, j'aurais préféré avoir le trône original, parce que du coup, il aurait, je pense, une vraie valeur. Ça pourrait valoir, je pense, des millions, parce que le trône original, il avait été vendu 2,5 millions de dollars à l'époque, en 77. Bon, aujourd'hui, ça vaudrait peut-être 10, ça vaudrait peut-être 20, ça n'a pas de prix, hein, c'est une pièce muséale. Moi, c'est seulement une réplique, malheureusement. Alors, je sais aussi qu'il y a eu un article, enfin, il y a eu des articles comme quoi Wagner ferait courir le bruit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Comme quoi la France aurait volé le trône original, et que ce serait ce trône qui serait mis aux enchères. Mais je pense que si c'était le trône original, on ne le cacherait pas, parce que pour moi, ça
Enfin, je serais riche, en fait. Merci. Merci. En tout cas, je pense que le message est passé. Alors, docteur, Oui. centrafricain d'origine, vous êtes. Quelle interprétation donnerez-vous à ces genres de réactions sur les réseaux sociaux avant d'aller? Je crois que... Trouvez-vous que ces réactions sont légitimes? Oui, non, mais c'est... Le centrafricain lambda qui pense que Oui, voilà, monsieur Rémi Forestier nous a piqué notre trône. C'est légitime, les questions qui se posent, mais il y a aussi un problème d'information, parce que beaucoup ne savent pas, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas exactement ce qui s'est passé en ce moment-là. Donc, ils ont besoin d'être informés, mais en même temps, la réaction est tout à fait normale, parce que Bokassa a marqué le peuple centrafricain. Et au niveau du ministère de la Culture, du Patrimoine, ça aurait été l'occasion donc de préserver ce qui reste de Bokassa. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, le musée Boganda, si on fait un tour, on verrait qu'il y a des éléments qui touchent le président Barthélemy Boganda et aussi quelques pièces qui sont en rapport avec Bokassa. Alors, donc, si cela était préservé là, parce que c'est le centrafricain qui a financé cela. Tout à fait. Alors, j'explicite ce point. De quelle manière le peuple centrafricain a participé? Pour la fabrication et pour le sacre, il a fallu que la caisse de la sécurité sociale soit vidée. Et d'autre part, les banques de la place aussi. Et il faut ajouter également la caisse d'épargne de la Poste également. Il fallait récupérer tout ça pour pouvoir compléter et financer donc cette opération. Et en plus de ça, la seule banque qui a échappé, c'était l'UBAC. Parce qu'en ce temps-là, l'UBAC, c'était le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Et des dispositions ont été prises pour que l'UBAC ne puisse pas... Union bancaire en Afrique centrale. Voilà, voilà, tout à fait. Et après le PAC, après donc le sacre, eh bien, l'UBAC, donc les deux sociétés, Société Générale et le Crédit Lyonnais, ont retiré tout ce qu'ils ont comme avoir sur le terrain. Donc, du coup, cette banque a eu des problèmes jusqu'à ce que un Camerounais intervienne pour récupérer. Aujourd'hui, c'est encore une autre personne originaire du Gabon. Mais lorsque je dis c'est pour ne pas parler de la BGFI Bank, CBCA, BGFI Bank. Voilà. C'est la continuité, bien entendu. Et si je dis que ça a saigné le peuple centrafricain et les caisses de l'État sont vides, les conséquences... La République centrafricaine qui occupait quand même une place, même avant le Tchad, aujourd'hui, la République centrafricaine se trouve vers les derniers de ces pays. Pourquoi? Parce que tout le monde a du mal à se relever à la suite de ce qui s'est passé. Quand bien même le sacre, il a voulu, Bokassa, que ça se fasse, ça a été fait, mais... Il y a aussi l'aspect politique qui a joué, c'est-à-dire ce même chef d'État qui a favorisé donc l'opération. Je vais parler de l'ancien président, feu Giscard d'Estaing. Il a soutenu malgré tout l'opération. Mais tout simplement, c'est parce que l'idée, c'est qu'un empereur, eh bien, il reste dans son palais. Et ce sont les autres personnes qui travaillent mais c'est mal connaître Bokassa. Donc Bokassa, c'est quelqu'un... Autoritaire, oui. Et enfin, c'est comme ça il avait son mot à dire. Mais il participait... Apparemment, c'était un bon père de nation aussi. Et oui, un bon père de la nation, mais la place qu'on lui a assignée, en croyant qu'il allait le faire, il n'a pas suivi. Donc, ça a surpris. Et à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres éléments qui ont fait qu'il fallait intervenir pour mettre fin. D'où l'histoire du coup d'État de Saint-Sylvestre en 1979. Il était renversé. Oui. Alors donc ce sont ces éléments quand même qu'il est intéressant de comprendre. Mon voisin l'a dit tout à l'heure, Bokassa, ce n'est pas n'importe qui. Parce que beaucoup de gens se moquent de lui en disant c'est un cuisinier dans l'armée, il n'a rien fait. Mais c'est archi faux, parce que c'était un officier supérieur.
un officier qui a eu le Donc, grade... c'était pas ce marmiton dont on parlait. Mais non, c'était pas marmiton. Alors, c'était quoi? Parce C'était que- des informations pour le dénigrer parce Voilà, qu'on c'est pour le ne voulait dénigrer. plus de lui. Oui, oui. C'était à quel dessin, finalement? Quand il est sorti de l'armée française pour regagner l'Afrique, il était venu comme coopérant français avec le grade de capitaine. Donc, c'est pas n'importe qui. Alors, il a eu ce grade-là dans l'armée française. Tout à fait. Alors, c'est pour dire qu'il a raison, mon voisin, c'est pas n'importe qui. Ok. Mais sur le plan politique, sur le plan social, eh bien, il y a eu un certain nombre de choses qui ont laissé des traces qu'il fallait quand même Donc, on souligner. va revenir. Je voulais demander à M. Chalençon, en tant que collectionneur, comme je le disais tantôt à l'entame de cette émission, qu'est-ce qui vous attire dans des objets historiques comme ce trône ou les objets napoléoniens, par exemple? Moi, j'aime l'histoire. Déjà, quand on aime l'histoire, on est passionné. L'année dernière, au Palais Vivienne, on avait fait une exposition des trônes où il y avait... Je me suis assis d'ailleurs sur le trône de Bocassas. Il m'allait très bien. Et moi, j'aime les objets historiques. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un des vrais trônes de Napoléon. Le trône qu'il avait quand il voyageait en Europe. C'est l'original. Moi, j'aime les objets qui ont appartenu. Dans la veine de Jean Bedel-Bokassa, il y a quelques semaines, j'ai un de mes amis qui m'a montré l'épée en or de Jean Bedel-Bokassa au couronnement. C'est un de mes amis qui... L'original? L'original. En France? Oui, oui. Alors, comment vous allez expliquer cela aux Centrafricains qui demandent à ce que tout soit rapatrié? Eh bien, écoutez, moi, je serais ravi de céder au gouvernement centrafricain cette épée. Ouais. Elle ne m'appartient pas. C'est un de mes amis qui avait acheté ça il y a très longtemps. On trouve régulièrement dans les ventes aux enchères des objets aux armes de Bokassa. J'ai vu récemment, il y a de la vaisselle, de l'argenterie. Vous savez, quand l'empereur Bokassa est parti, eh bien, il est parti. Il y a des choses qui lui ont été rendues par l'État de la Centrafrique. Il a vécu quelques années en France. D'ailleurs, il a fait les beaux jours de la famille de Bernard Tapie, puisque Bernard Tapie a fait sa fortune en étant un petit peu... comment dirais-je, pas très regardant sur la fortune de l'empereur Bokassa avec l'antiquaire Bernard Steinitz. Ouais. On le sait, c'est avéré. Ils ont commencé leur fortune en spoliant Jean Bedel-Bokassa, oui. qui n'était pas un aficionado des objets d'art. Rachetant même un château à vil prix. Voilà. Donc ils n'ont pas été très corrects. Enfin, l'histoire, tout le monde là se la connaît. Cette Oui. histoire, c'est pas une première. Donc moi, je trouve que c'est important. C'est un patrimoine. Comme moi, j'ai la bague du sacre que Napoléon portait le jour de son couronnement. Ça, c'est sa chevalière. Voilà. Bon, moi, j'aime les objets historiques. Et je trouve, et c'est vrai, vous avez raison, pour l'Afrique, pour la Centrafrique, ce personnage a été un mythique. On en parle encore depuis, maintenant il est mort depuis plus de 20 ans, 25 ans. Tout à fait. Il est d'ailleurs revenu ensuite en Centrafrique où il est devenu une sorte d'ermite. Il a accepté d'être jugé sur, Voilà. Non, sur le sol c'est centrafricain. quelqu'un qui vraiment aimait son pays, qui aimait la Centrafrique. C'est un courageux, c'est un soldat. C'est un homme, c'est un courageux. Oui. C'est pas quelqu'un qui est mort comme beaucoup des présidents en exil, Non, tout à fait. etc. Et il a rien volé. En fait, quand il est parti quasiment. c'est pas ce il que a les un peu volé, Centrafricains mais je veux dire, quand il est revenu avec. On est loin des sommes d'argent qu'aujourd'hui on entend parler dans tous les pays d'Afrique ou même dans d'autres pays. Vous savez, la corruption, elle est mondiale. Et on met toujours le doigt sur certains pays africains, mais excusez-moi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on voit aux États-Unis la corruption, quand on voit en Ukraine ou en Russie la corruption, quand on voit même en Europe, quand on voit ce qui se passe. Bokassa, il est revenu, il n'a pas fui, il est parti, il est revenu, il a été jugé. Et il est mort il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Le 13e apôtre. Oui, non mais ça montre que c'est un personnage quand même c'est un personnage habité. Et rien que ça, il est sympathique. Et moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je n'ai pas eu la chance malheureusement de le connaître, mais j'ai des amis qui l'ont connu. J'ai vraiment des gens proches. J'ai eu la chance d'en parler plusieurs fois. Une fois avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui est un grand fan de Napoléon, qui a fait beaucoup pour l'histoire napoléonienne. Et voilà, c'est des personnages. Et aujourd'hui, on nous parle toujours du petit-fils de Bokassa. Bokassa a eu 38 enfants, il a eu 200 ou 300 petits-enfants. C'est vrai. Mais c'est quelqu'un qu'on aime. Exactement. Alors, Rémi, je voulais savoir, est-ce que pouvez-vous nous parler des défis techniques et artistiques que vous avez rencontrés en créant ce trône? Alors, comme vous avez parlé de bois, vous êtes ébéniste, mais quels étaient les défis que vous avez rencontrés spécialement? C'est que c'est une très grande pièce avec beaucoup de détails et donc on avait seulement des photos, des images, des vidéos d'archives et des témoignages de l'ancien de l'usine Fondica. Et à part ça, on n'avait rien.
Donc ça a été assez difficile. Il fallait être imaginatif. Bon. Un petit peu, mais bon, les images, elles étaient correctes. Ça nous permettait quand même de voir un peu dans les détails. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a été fabriqué avec des grandes pièces. C'est-à-dire que par exemple, chaque aile, c'est une pièce. Et donc si on fait une erreur sur une aile, on est obligé de tout recommencer. Ce qui nous est arrivé d'ailleurs. Donc en fait, parce que ce sont des grandes pièces de bois massif. Et donc voilà, c'est essentiellement ça la difficulté. Merci beaucoup. Alors nous arrivons au terme de cette première partie de votre magazine. À vous de convaincre. Et une pause de publicité, nous allons revenir pour la deuxième partie. Chers téléspectateurs, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission dédiée aux objets historiques, donc le trône de Bokassa, la réplique faite par M. Rémi Le Forestier. Rémi, donc on était sur l'aspect technique, votre inspiration, comment vous avez réalisé cet objet. Nous nous sommes déplacés sur les terres des rois de France à Vendôme. Le 26 mai prochain, cet objet va être mis aux enchères, à la vente aux enchères. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous espérez au-delà de l'aspect financier? Est-ce que quand vous l'avez conçu, c'était pour des musées, c'était pour le gouvernement centrafricain ou c'était purement par plaisir d'être un bon artiste? C'était un défi artistique avant tout. Oui. Après, une fois qu'on l'a réalisé, étant donné qu'on a vu des avis de la famille Bokassa, notamment plusieurs membres, qui nous ont dit que c'était très très fidèle à l'original, c'est là qu'on a contacté donc, le ministère de la Culture et qu'ils ont manifesté un intérêt. Donc après, si ça peut aller dans un musée, ça nous ferait plaisir. Mais après, on ne sait pas exactement quel sera le destin. Alors je rappelle que le musée Barthélemy Boganda à Bangui est en train d'être réhabilité et rénové par la Chine et la France. Donc on espère que ce trône, enfin cette réplique du trône de l'empereur aura une place dans cet établissement. Alors, Jean Bédel Bokassa, ancien président devenu empereur de la République centrafricaine, a laissé derrière lui un héritage complexe, dont le trône. Vous avez fait la réplique. Docteur Bissengue, vous êtes l'homme de la culture, des Pygmées, là où se trouve même le bastion, la base du président devenu empereur Bokassa. Vous connaissez un peu l'enfance de ce grand homme d'Afrique centrale, même si certains le qualifient de mégalomane. Est-ce qu'on peut brièvement brosser son enfance? Pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu? Et comment? Jean Bédel Bokassa, c'était un garçon qui a perdu très tôt son père, et à l'âge de 6 ans. Et il faut dire aussi que Jean Bédel Bokassa a une relation familiale avec le président Barthélemy Boganda. Et Jean Bédel Bokassa, il y a quelques points communs encore avec Boganda, c'est que son père était tué sur la place publique. C'était un chef de groupe, un grand chef de groupe, et un jour, il a pris une décision pour libérer certaines populations qui étaient enfermées par l'administration de l'époque. Et pour montrer l'exemple qu'il n'avait pas le droit de décider ainsi, eh bien, on l'a amené à la préfecture, on l'a amené au centre administratif et il a été tué sur le champ pour que les gens voient. Et d'autre part, la mère de Boganda, qui se trouve être parente directe donc, du père de Bokassa, elle a été bastonnée sous les coups des milices de la société concessionnaire de l'époque parce qu'elle n'avait pas amené assez de TVA ou de caoutchouc. Alors, et plus tard, eh bien... Oui, EVA qui voilà, c'est la matière première. Voilà. Et ça l'a marqué. Et d'autre part, ce qui s'est passé aussi, c'est que les deux familles
ont eu beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper de leur éducation. Et puis Boganda, lui, il a été récupéré par les prêtres et il a continué son chemin. On sait ce qu'il est devenu par la suite. Quant à Bokassa, eh bien, il a été très très vite été amené à intégrer l'armée. Et c'est ainsi que, suite à sa formation, il a fait la guerre de 39-45, et ensuite il a été en Indochine, il a fait la guerre d'Algérie, et tout ceci, il n'est pas sorti de là il a passé pratiquement 23 ans, parce qu'il avait envie de servir l'armée française. D'où son attachement à la France, d'où son attachement à De Gaulle. Quand De Gaulle était décédé, il disait, papa, que c'est la mort de son père. C'est pas de la comédie, ça? Non, c'est pas de la comédie. Pour lui, la vie qu'il a menée, eh bien, c'est son père, je dirais, spirituel. Et en plus, c'était un militaire, un général. Alors, donc c'est tous ces faits-là qui montrent qu'il a été marqué dans sa vie. Et il est venu en République centrafricaine beaucoup plus tard, vers 1960. En 58, il était envoyé comme coopérateur à Brazzaville. Et quand on est arrivé à l'année d'indépendance de 1960, c'est Dako qui était donc le premier président. Et en ce moment-là, il est venu à Bangui comme coopérant français, toujours. C'est à partir de 62 que, finalement, Dako va lui confier un poste de militaire avec son grade de capitaine. Il fallait passer au grade de colonel et avec mission de créer l'armée nationale qui n'existait pas. Donc, l'initiateur, c'est Bokassa. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là, et ça n'a pas duré, quelques années plus tard, donc en 65, dans la nuit de 65 à 66, c'est-à-dire la Saint-Sylvestre, 31 décembre, 1er janvier, coup d'État. Il renverse Dako, qui était son cousin aussi. Alors, mais question, comment ça se fait que beaucoup ont péri et pas Dako? Parce que Dako avait peur et il voulait même se retirer tranquillement, donc faire passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et le nom qui est sorti, c'était Isamo, c'est-à-dire le commandant qui dirigeait la gendarmerie. Et il était prêt à prendre le pouvoir. Or, Bokassa, qui était au cabinet, au Kandourou, a eu vent de cela, et lui aussi, il était prêt à contrer. Oui. Et c'est comme ça qu'il a fait venir Isamo au Kandourou. Il a arrêté et il a profité de l'occasion pour aller vers le palais et pour investir et pour qu'on déclare que Dako a été renversé. Oui. Ok, Monsieur Chalençon, alors je vois que vous voulez réagir par rapport à... Je trouve ça passionnant. L'histoire, voilà, cet aspect historique. C'est un personnage des Trois Mousquetaires. C'est une sorte de D'Artagnan. Oui. Alors, j'ai une question pour vous. Les aspects éthiques par rapport à l'acquisition de tels objets, vous qui êtes dedans depuis un certain temps. Alors, parce que là, il y a d'autres qui pensent que la réplique doit repartir en Centrafrique. Il y a certains qui pensent, certains Centrafricains, je vois leurs réactions sur les réseaux sociaux, ça va raviver les mauvais souvenirs que Bokassa a fait vivre aux Centrafricains. Vous, éthiquement parlant? Moi, je trouve que ce serait une excellente nouvelle que cette copie, cette réplique du trône retourne en Centrafrique. C'est important d'apprendre de ses erreurs, de son passé et d'assumer son passé. C'est comme nous, en France, on a assumé la Révolution française, on a assumé Napoléon, on a assumé le Second Empire. Ça a été plus compliqué, mais on assume maintenant l'état de Vichy. C'est compliqué parce que même 70 ans après, on en parle encore. Mais je pense que c'est important, ça fait avancer. Ça fait avancer l'histoire, ça fait avancer les mentalités. Et puis pour les nouvelles générations, se dire que
En Centrafrique, il y a eu un homme qui avait quand même des coronesses, qui a tout fait pour son pays. Alors il a fait des choses bien, il a fait des choses mauvaises, mais comme un homme, on n'est pas des saints, personne n'est un saint. Et je trouve que ça serait bien que cette copie, ce n'est qu'une copie, bien sûr, mais il y a déjà il y a la carcasse de l'original qui existe, il y a déjà un certain nombre d'objets de la période de l'empereur Bokassa, et je trouve que c'est bien. En même temps, on connaît un ou deux membres de la famille de Bokassa, ils sont tous un petit peu mégalos, même les petits-enfants. Mais c'est ça qui est sympathique. C'est leur côté... c'est leur côté bling-bling. C'est ça. Mais c'est pas méchant. Et puis je pense que franchement, ça a été aussi une belle période pour la Centrafrique de montrer. Aujourd'hui, on parle de la Centrafrique pour des choses un peu compliquées. Tout à fait. La guerre, voilà, la déstabilisation avec des politique, ministres, des tout ça. présidents, Exactement. comme ça. Oui. Ben moi, je trouve que c'est une période où quand même la Centrafrique s'est montrée flamboyante, resplendissante, même si ça a coûté très cher, parce que je n'étais pas au courant de toutes ces histoires, et c'est quand même ahurissant. Mais moi, je pense qu'il faut assumer son histoire, c'est important. Et puis ça rend fier aussi, ça. C'est un personnage de KPDP, Jean Bedel. J'arrête pas de parler de son petit-fils. Mais il en a beaucoup des petits-fils. Il en a beaucoup. Mais moi, et d'ailleurs, je rêverais d'aller en Centrafrique parce que c'est un pays magnifique, c'est un pays où il y a vraiment une faune, une flore extraordinaire. Exactement. Et il faut rappeler que c'est là-bas Giscard faisait beaucoup plus c'est parti de chasse. Chasse, bien sûr. Oui. Il adorait y aller. Oui. Et je pense que même pour le développement du tourisme, Tout à il y a fait. tellement de choses qui sont. Alors, profitons de ça. C'est comme nous avec Napoléon. Tout à fait. Il y a toujours des gens qui décrivent Napoléon par rapport à ceci, par rapport à ça. Mais ce ne sont que des hommes. Vous, on fait tous des erreurs dans la vie. On n'est pas des saints. Tout à fait. Et là, quand on a un personnage extraordinaire, il faut féliciter notre ami. Voilà. Mais la vente aux enchères. Oui. Alors, puisque ça va être vendu aux enchères, donc n'importe qui peut acheter. Oui. Mais dans quel cas, comment cela pourrait atterrir à Bangui? Voilà. Parce que vous avez pris contact avec... certaines autorités ont réagi, mais dans quel sens ça peut revenir à l'avenir de la réplique du trône, Oui. monsieur le forestier. Comment voyez-vous l'avenir de cette réplique du trône après la vente? C'est surtout ça. Il peut y avoir plusieurs histoires, parce que ça peut atterrir chez un acheteur privé, lambda, et après, par la suite, aller en Centrafrique. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est important que ça aille en Centrafrique, parce qu'en France, nous avons on a Versailles, il y a les objets de Napoléon. Après, le gouvernement peut négocier avec Pierre-Jean. Hein, exactement, mais ça va parfaitement au Palais Vivienne. Hein. C'était vraiment dans les couleurs, avec le doré. Les photos magnifiques, j'étais sur ce trône. Non, mais moi je pense que ce serait une belle image. Après, la vente aux enchères, comme le dit Rémi, on ne sait pas. Ça peut être vendu, ça peut ne pas être vendu. Peut-être que le gouvernement centrafricain va envoyer un émissaire, on va peut-être essayer de l'acquérir, ou demander à un mécène de l'acquérir. S'il n'est pas forcément vendu, on ne sait jamais, eh ben, il pourrait y avoir une négociation avec Rémi pour que le trône revienne en Centrafrique. C'est très ouvert. Et comme c'est une réplique, on pourrait même en refaire une autre. L'idée, c'est que je pense en miniature pour les Centrafricains qui sont intéressés. Le petit trône. Alors, il existe 25 000 répliques miniatures. Alors, je ne sais pas si elles existent toutes toujours, mais on en voit quelques-unes en vente aux enchères. Et c'était des répliques qui ont été offertes aux invités. Ça va de l'ordre de combien à combien à peu près? Ça va à peu près 1500, 2000 euros sur Drouot. On en voit de temps en temps 3 à 4 par an, ça dépend. Alors, les controverses par rapport à cette réplique, l'histoire, nous devons vivre avec l'histoire. Pour des gens nostalgiques qui pensent que ça va raviver les mauvais souvenirs, nous avons eu ce débat ici, docteur, au niveau de la France. La salle Colbert, à l'Assemblée nationale, fallait rebaptiser par exemple. Qu'en dites-vous en tant qu'historien? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Est-ce que vraiment la réplique ou le trône doit avoir sa place dans les musées centrafricains? Mais on dit bien réplique. Et il faut remonter un peu le temps pour dire que le problème du musée qui se pose, déjà, il faut commencer par sauver ce qui reste. C'est-à-dire l'original. Une bonne partie a été pillée par la Séléka à l'époque. Ossature, c'est des morceaux de fer et qui se trouvent dehors, sous la pluie. Et maintenant que le musée est pratiquement restauré, eh bien, cette carcasse peut aussi se retrouver déjà là. Et
on peut expliquer, ou rappeler l'histoire autour de cette carcasse. Donc il faut sauver. D'abord ça. Et maintenant, avec cette réplique, eh bien, comme ça a été créé et ça demande aussi des frais, et bon, ça se négocie aussi. Bon, une réplique, ça peut être à côté, ça peut pour expliquer, mais l'essentiel, c'est de sauver, de préserver cet aspect historique, culturel, patrimonial. C'est ça qui manque. Et à partir de là, le reste, c'est de la spéculation. Mais qui répondez-vous à ces nostalgiques qui ne veulent pas entendre parler de Bokassa? Alors que certains pensent que c'est le seul dirigeant centrafricain qui a construit le pays. Bon, le Bokassa, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler. Mais le Bokassa fait partie du paysage centrafricain. Il a été ce qu'il a été. Je dirais que les fans, il n'y en a pas énormément, mais on se souvient bien de ses frasques. On se souvient bien de sa façon de diriger les choses. Nous avons vu le jeune... Voilà, c'est ça. Et certains disent que pour ce pays, la République centrafricaine, il faut quelqu'un qui puisse diriger avec des mains de fer. Bon, c'est le cas, mais on voit bien comment ça s'est terminé. Mais il y a une dimension quand même qu'il faut souligner, c'est l'apport de l'extérieur. Il n'y a pas que les Centrafricains qui ont fait des fautes, comme Bokassa, mais il a été aussi soutenu par un certain nombre de puissances, et notamment l'ancienne puissance coloniale, et qui aujourd'hui, si j'évoquais le nom de Giscard d'Estaing, mais Giscard d'Estaing, il appelait affectueusement son frère. Mais pour quelle raison? C'est parce que les Giscards étaient déjà en République centrafricaine à l'époque des sociétés concessionnaires, et précisément dans la région de la Lobaye. Donc Bokassa se souvient bien de son histoire. C'est pour cette raison qu'il avait ce type de rapport avec Giscard. Et comme il se sentait trahi, eh bien il s'est vengé. Il s'est vengé avec l'histoire du diamant. Ah oui, l'histoire de diamant que Giscard avait dit avoir reçu, mais il avait retourné ou il avait, disons, payé ou donné l'équivalence à la Croix-Rouge centrafricaine, qui était dirigée par Ruth Roland. Mais il y a eu un démenti. Et le Canard enchaîné s'est intéressé à la question. Et quelque part, Bokassa a réussi à se venger, puisque ça avait quand même terni un peu l'image de Giscard, parce que le chef de l'État, Giscard d'Estaing, qui a dit des choses qui sont contraires à la réalité. Et voilà pourquoi le président Valéry Giscard d'Estaing n'a pas pu bénéficier d'un deuxième mandat. Merci. Si je peux rajouter, en fait, je pense qu'il a été renversé un peu au moment où il s'est rapproché de Kadhafi et que ça a beaucoup gêné la France. Voilà. En fait, ils ont pris une excuse pour pouvoir le destituer. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est exact. C'était à cette période-là que Bokassa s'était rapproché de Kadhafi. Bokassa même s'était islamisé. Est-ce que c'est parce qu'on lui a verrouillé le robinet, il n'avait plus d'argent qu'il s'est rapproché de la Libye de Kadhafi? C'est ça. Et puis il faut se méfier de ses amis quand on est président. Voilà. Les amis sont plus dangereux que les ennemis. Même Kadhafi, après, avec... Il a été trahi, bien entendu. On ne sait pas qui, déjà. Donc, c'est pour ces différentes raisons qu'il fallait le lâcher. Et comme il était devenu incontrôlable aux yeux de Giscard, parce que Giscard a accepté de le soutenir, d'apporter des moyens pour le sacre, mais eh bien, il est devenu quelqu'un d'autre. Donc il fallait mettre fin, et c'est comme ça que l'opération Barracuda a mis fin à ça. Et il se trouve aussi qu'un certain nombre de vestiges, un certain nombre de dossiers qui étaient à la cour de Berengo ont été pillés, et y compris certains objets précieux
en or, tout ça ont été... Alors, même pour la reine. maintenant, aujourd'hui... L'impératrice aussi. Alors, je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, on a vu cette très jolie femme, l'impératrice Catherine, Tout à fait. je crois elle vit toujours, elle habite, je crois, à la Suisse, et c'est elle qui, entre guillemets, a mis la main sur le peu de fortune, parce que Bokassa, il est parti, il ne pensait pas partir, vous savez l'histoire mieux que moi, alors qu'elle, elle avait été, entre guillemets, je pense qu'elle était dans la confidence de l'histoire, et elle est partie. Et aujourd'hui, elle vit très bien en Suisse, avec de gros moyens, parce qu'elle est partie avec les diamants, elle est partie avec beaucoup d'argent. Ouais. Mais, entre guillemets, il y en a une qui a profité de tout ça, c'est bien cette femme, parce qu'aujourd'hui, elle vit très bien en Suisse, à Genève. On parle aussi de la couronne. Voilà. Vu que vous avez encore la parole, Pierre-Jean, alors quelle leçon peut-on tirer de la vente de ce trône pour l'avenir et la préservation du patrimoine historique en Centrafrique? Eh bien, ça montre. Pour ne pas parler de la France, bien entendu. Non, mais moi, je pense que c'est bien que grâce à Rémi, il y ait cette réplique qui soit vendue, parce que ça montre que la Centrafrique, compte dans le marché aussi, le marché de l'art. Ça montre qu'il y a eu de l'intérêt, qu'il y en a eu en Centrafrique, mais moi, je l'ai vu, il y a eu des coupures sur Twitter, sur Instagram, etc. La Centrafrique est un pays ami de la France depuis des décennies, des générations. Et c'est un pays justement qu'il faut absolument aider. C'est un pays extraordinaire. C'est un pays avec une biodiversité, avec une richesse, etc. Et il faut absolument que justement ce genre d'histoire un petit peu anecdotique, eh bien remettre l'église au milieu du village. Et qu'on se dise, tiens, la Centrafrique, mais oui, ça a été un pays magnifique, etc. C'est encore un pays extraordinaire. Il faut l'aider, il faut y aller, il faut les aider, il faut les soutenir. Et moi, je serais d'ailleurs la famille de Bokassa, je ferais une association, j'aiderais tout ça. Parce que c'est bien, il faut avoir des devoirs dans la vie. Et moi, je suis un patriote, j'aime mon pays, j'aime la France, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire, et je me bats pour eux. Et je pense que ça peut donner des idées à certains Centrafricains, même des hommes d'affaires, ou des femmes d'affaires, des gens, de se dire, tiens, si on investissait un peu dans notre patrimoine, donc ouais, au moins, c'est une petite goutte qui peut aider. Exactement. Alors, pour terminer, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous auriez quelques mots à adresser pour rassurer d'ailleurs les Centrafricains inquiets? C'est pas vous le pilleur d'ailleurs? Oui, alors non, j'ai rien volé. Vous êtes artiste. J'aimerais bien. Et vous attendez beaucoup des autorités centrafricaines, bien entendu. Tout à fait. Après, c'est pour eux. Après, ce serait une fierté que ça puisse aller en Centrafrique. Mais ce n'est malheureusement pas l'original. C'est seulement une réplique, mais c'est la seule réplique qui existe aujourd'hui à taille réelle. Après, moi, je pense que par rapport à l'image de Bokassa, il y a beaucoup de gens, par exemple, en France, qui n'aiment pas beaucoup Napoléon, mais je pense qu'il n'y a personne, enfin aucun Français, qui voudrait que l'héritage de Napoléon, son trône, ses objets personnels, soit voilà. Enterré. Je pense que tout le monde veut garder le On est souvenir. chauvin, on est tous un peu voilà. chauvins. Exactement. Nous avons Basilique Saint-Denis où on peut aller là-bas voir les vestiges des rois de France. Voilà. Oui. Donc, voilà. Oui, et ça fait partie du patrimoine. Et ça s'efface pas. Et c'est ça qui attire les touristes. C'est ça qui fait connaître un pays et qui fait rentrer des devises. Donc c'est ça qui est très important. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours Versailles, il y a toujours Napoléon, il y a tout ça. Ça reste. Ok. Pour la vente, si jamais cette réplique n'a pas été vendue le 26 mai prochain, quelle serait la prochaine étape? Je sais pas. Nous avons la maison. Oui, après, voilà. j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées, qui m'ont contacté directement, dont des gens de la famille Bokassa, d'autres personnes également, des propriétaires, enfin des privés, des particuliers. Donc après, on verra. On verra. Je sais pas. Et comment faire pour entrer en contact avec vous après le 26, si jamais? Tout simplement en contactant votre chaîne. Merci Rémi. 2 secondes, docteur, pour conclure. Non, mais là, je pense que cette réplique devrait atterrir à Bangui. Et il y a un musée maintenant, je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît bien le problème de l'art, l'importance de l'histoire, M. Coton, et qui est à charge donc de veiller sur cela. Et il faudrait que le Centrafricain puisse se réapproprier une part de son histoire à travers des objets, à travers donc des sculptures, à travers bien d'autres choses, que ça soit des livres, que ça soit de la musique, que ça soit tout ce qui touche le patrimoine, le moi
de l'individu, et je crois qu'il est important que le message puisse passer. Bien entendu, la littérature aussi. Vous venez de sortir votre dernier livre qui s'intitule... Eh bien, vous n'avez pas amené l'exemplaire, oui, non, malheureusement. Mais là, l'exemplaire, je peux vous êtes écrivain, je rappelle que vous êtes écrivain, vous écrivez beaucoup sur le peuple autochtone. Je pense que, attention, sur le peuple autochtone, attendez, je vais juste... Voilà, oui, c'est ça. Je vais juste sortir ça. Oui. Donc, Victor Bissengue, je ne sais pas si notre... directeur technique peut nous... Oui, surtout sur Boganda, voilà. qui a un rapport. Il y a aussi Boganda. Oui. Vous avez écrit sur le legs des pygmées. Oui. Ah, ça, donc voilà. Voilà, je vais regarder le... Merci. Merci. Voilà, ça c'est ce que notre bibliothèque nationale ici au niveau de la diaspora nous sert tout le temps. Bon, quand on va à l'Harmattan, c'est là-bas qu'on se... Voilà, c'est beaucoup plus à l'Harmattan que ces livres sont exposés, sont édités. En tout cas, je vous remercie d'être venu, Dr Bissengue, et d'avoir participé vraiment à cette émission. Est-ce que, Pierre-Jean, vous avez quelques mots à dire pour moi, conclure? je dis que j'espère que ce trône va retourner en Centrafrique, et s'il est vendu à quelqu'un, eh bien, le gouvernement centrafricain ou même le musée pourra contacter Rémi et refaire une seconde réplique. Oui. Et pourquoi pas même la faire financer par une cagnotte. C'est la grande mode en France en ce moment. Exactement. On va pas demander à Jean Exactement. ça, mais... Nous allons vous l'ouvrir, cette cagnotte. Une cagnotte. Non, mais je pense que quand on veut, on peut. Impossible n'est pas français, disait Napoléon. Tout à fait. Et vive la Centrafrique. Et respect à M. Bokassa, à l'empereur Bokassa. Merci. Sur ce mot, donc, nous terminons cette édition spéciale consacrée aux objets historiques, donc la réplique du trône de Barthélemy Boganda, mais aussi vos collections qui concernent Napoléon et en France. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette édition. À vous de convaincre. À vous de convaincre. Vous êtes un homme, une femme d'action. Vous avez des idées, des projets, des réalisations et vous voulez les faire savoir. C'est ici à Global Africa Télé-Sud, dans l'émission À vous de convaincre, que vous venez nous convaincre. Je remercie mes invités, donc Dr Victor Bissengue, écrivain, historien de son état. Merci d'être venu. Monsieur Pierre-Jean Chalençon, donc collectionneur d'envergure au niveau de la France, mais connu mondialement d'ailleurs via CFI, TV5 Afrique. Merci en tout cas d'être venu. Et notre concepteur de la réplique du trône de Bokassa, l'empereur Bokassa Ier, Rémi Le Forestier, depuis l'Aisne. Donc vous vous êtes déplacé pour parler de ce trône, de cette réplique et de sa vente aux enchères, organisée sous la supervision bien entendu de la maison Rouillac du commissaire priseur Rouillac. Voilà. Et je voulais juste préciser, c'est vendu le même jour que le scooter de François Hollande. Vendu le même jour que le scooter de François Hollande. Donc vraiment deux objets qui sont en compétition. Et nous remercions notre directeur technique Romain Clicot-Domingue, voilà, qui depuis la cabine avec son équipe, et nous disons à très bientôt pour un prochain numéro.